Salut à tous. Allez, aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau du programme de terminale, les transformations nucléaires. L'idée, elle est simple. À la fin de cette séquence, on doit maîtriser les concepts, les lois et les formules qui tombent tout le temps au bac. Et pour que ce soit pas juste des maths abstraites, on va jouer les détectives sur un produit de beauté assez spécial, vous allez voir. Voilà notre suspect. C'est une vraie pub des années 30 pour une crème qui s'appelait Thoradia. Et sa promesse, c'était quoi? La beauté, la jeunesse éternelle, grâce au thorium et au radium. Oui, oui, des éléments radioactifs dans une crème pour le visage. C'est fou, non? Bon, là, évidemment, la question, elle fuse. Est-ce que c'était une idée de génie ou une pure folie? Et surtout, pour nous, en tant que scientifiques, comment on peut vérifier ce qu'ils avançaient? C'est cette enquête qui va nous servir de fil conducteur pour remplir, pas à pas, notre boîte à outils pour le bac. Pour démarrer notre enquête, il faut revenir à la base de la base. Pourquoi un élément comme le radium est radioactif? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, la réponse, elle est cachée tout au fond de l'atome, dans son noyau. Alors, le mot-clé ici, c'est isotope. On se souvient, un élément chimique, il est défini par son nombre de protons, le fameux Z. Mais pour un même Z, il peut exister plusieurs versions de l'atome, avec plus ou moins de neutrons. C'est ça les isotopes. Et le truc, c'est que certains de ces mariages protons-neutrons sont hyper stables et d'autres pas du tout. C'est cette instabilité qui est la source de tout. Pour visualiser ça, les physiciens ont un outil génial qu'on appelle la vallée de la stabilité. Imaginez qu'on place tous les noyaux qu'on connaît sur un graphique en fonction de leur nombre de neutrons et de protons. On voit très vite que les noyaux stables, ceux qui sont bien dans leur peau, se trouvent tous dans une petite bande bien précise. Et tous les autres, tous ceux qui sont autour, eh bien, ils sont instables. Ils sont un peu comme sur les pentes d'une montagne, et leur seul but, c'est de redescendre dans la vallée pour devenir stable. Bon, d'accord, un noyau étant stable. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il ne va pas rester comme ça indéfiniment. Pour retourner vers la vallée de la stabilité, il va se transformer. Il va éjecter quelque chose. C'est ce qu'on appelle la désintégration radioactive. Voyons un peu les règles du jeu. En gros, il y a 3 grands chemins de transformation. La radioactivité alpha, où le noyau se déleste d'un gros morceau, un noyau d'hélium. La bêta-, où un neutron se transforme en proton en crachant un électron. Et la bêta+, où c'est l'inverse, un proton devient un neutron en émettant un positon. À chaque fois, le noyau de départ, le noyau père, se change en un nouveau noyau, le noyau fils, plus stable. Et attention, ces transformations, ce n'est pas du tout le chaos. Elles suivent 2 lois hyper simples mais fondamentales, qu'on appelle les lois de Soddy. Première règle, le nombre total de nucléons A, avant et après, doit être le même. Deuxième règle, pareil pour le nombre de charges Z. C'est tout. Avec juste ces 2 règles, on peut écrire et vérifier n'importe quelle équation nucléaire. C'est un outil super puissant. Ok, maintenant on sait pourquoi un noyau se transforme et comment il le fait. La grande question qui reste, c'est à quelle vitesse? Est-ce que ça prend 1 seconde ou des milliards d'années? C'est la dernière pièce de notre puzzle, la loi mathématique qui décrit cette évolution dans le temps. Et voilà la formule reine de ce chapitre. C'est une loi de décroissance exponentielle. Elle nous dit que l'activité d'un échantillon, on va voir juste après ce que c'est, eh bien elle diminue avec le temps. À 0, c'est l'activité qu'on a au début. Et ce petit lambda, c'est la constante radioactive, une sorte de carte d'identité de l'isotope qui dit s'il est plutôt du genre pressé de se désintégrer ou pas. Justement, l'activité, ce fameux A, c'est tout simplement le nombre de noyaux qui se désintègrent chaque seconde dans notre échantillon. L'unité, c'est le becquerel, BQ. Un échantillon de 100 becquerels, ça veut dire que chaque seconde, paf, il y a 100 de ces noyaux qui se transforment. C'est une grandeur super concrète. Maintenant, une exponentielle, c'est pas toujours facile à se représenter. Alors on utilise une autre grandeur beaucoup plus intuitive, la demi-vie, qu'on note T1,5. C'est super simple. C'est le temps qu'il faut attendre pour que l'activité soit divisée par 2. C'est une sorte de chronomètre de la radioactivité. Et là, attention, voilà le lien crucial. La demi-vie, qu'on peut mesurer en labo, et la constante lambda, qui est dans notre équation, sont directement connectés par cette petite formule toute simple. Ça, c'est génial, parce que ça veut dire que si on connaît l'une, on peut trouver l'autre. Et c'est exactement ce qui va nous permettre de résoudre l'affaire Thoradia. Ça y est, on a tous nos outils, on sait ce qu'est un noyau instable, on connaît les lois qui régissent ces transformations, et on a la formule pour prédire son évolution. On peut maintenant retourner à notre crème de 1935 et la passer au crible de la science, comme pour un vrai sujet de bac. Voilà notre plan de bataille. C'est une méthode en 4 étapes super classique.
On va partir d'une information simple, la masse, et on va remonter la chaîne, calcul après calcul, pour trouver la demi-vie. Et à la fin, on la comparera à ce que disait la pub. C'est parti. Première étape, on prend 1 gramme de radium-226. Question, combien y a-t-il d'atomes, de noyaux là-dedans? On sort la formule avec la masse molaire et la constante d'Avogadro, on fait le calcul et on trouve ce chiffre absolument dingue, 2,66 fois 10 puissance 21 noyaux. C'est énorme. Deuxième étape, maintenant on veut trouver lambda. Et pour ça, on a la relation magique, A égale lambda n. On connaît n, on vient de le calculer, et A, l'activité, eh bien, historiquement, on sait que l'activité d'un gramme de radium était de 3,7 fois 10 puissance 10 becquerel. Du coup, on isole lambda, c'est A divisé par n, et le calcul nous donne environ 1,39 fois 10 puissance moins 11 par seconde. Troisième étape, le moment qu'on attend tous. On a notre lambda. On peut enfin calculer la demi-vie, T1,5. On utilise la formule T1,5, c'est le logarithme de 2 divisé par lambda. On rentre les chiffres dans la calculette et on trouve environ 1580 ans. Et maintenant, la confrontation finale. On a calculé 1580 ans. Qu'est-ce qu'ils disaient, eux, dans leur documentation en 1935? Que l'activité diminuerait de moitié en 16 siècles. 16 siècles, ça fait 1600 ans. On est à 1580 ans. C'est quasi la même chose. C'est bluffant. Sur ce point précis, leur science était incroyablement juste. Voilà, notre enquête est bouclée. Le marketing de l'époque s'appuyait sur un calcul physique correct. Mais au-delà de l'anecdote de cette crème un peu folle, qu'est-ce qu'on doit vraiment retenir de tout ça pour nous, pour le bac? Le plus important, ce n'est pas le chiffre de 1580 ans. C'est le raisonnement, le chemin qu'on a suivi. Partir d'une masse, la transformer en un nombre de noyaux, utiliser l'activité pour trouver la constante et enfin en déduire la demi-vie. Cette chaîne logique, c'est une compétence fondamentale. C'est ça qu'on doit savoir refaire les yeux fermés. Alors, pour finir, on met tout ça au propre. On résume tous les outils qu'on a collectés pendant notre enquête. C'est la fiche de révision parfaite pour ce chapitre. Voilà les 5 piliers. Les lois de Soddy, pour équilibrer n'importe quelle réaction. La relation A égale lambda n, qui est un peu le cœur du réacteur. La loi de décroissance, pour prédire l'avenir. Le lien entre demi-vie et lambda, pour passer de l'un à l'autre. Et bien sûr, comment passer de la masse au nombre de noyaux. Si on maîtrise ça, on est paré pour l'essentiel des exercices. Et je vous laisse avec une question pour aller plus loin. On a appliqué toute cette méthode à un cas historique. Mais comment est-ce qu'on pourrait utiliser exactement le même raisonnement pour un problème très actuel, comme mesurer le danger lié au radon, ce gaz radioactif qui s'accumule parfois dans les caves? C'est ça, la vraie force de la physique. Ce n'est pas juste des vieilles histoires, ce sont des outils pour comprendre et agir sur le monde qui nous entoure.